Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui, je reçois Delphine. Salut Delphine. On va beaucoup se marrer, je pense, sur ça. Ça va être très drôle. Et on va parler ensemble de l'anxiété. Et ça, c'est un vaste sujet. Alors, ma chère Delphine, est-ce que tu pourrais déjà nous présenter un petit peu qui tu es, ce que tu as envie de nous partager à ton propos? Alors moi, je suis violoniste. Je fais du violon, donc je suis musicienne. Et j'ai été confrontée à l'anxiété dans mes études musicales et dans ma vie personnelle. Ce qui fait beaucoup de choses à traiter, effectivement. À voir, je veux dire, à voir ensemble, traiter pas dans le sens médical, traiter dans le sens... à partager. Voilà, à partager, exactement. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que tu penses de peut-être définir un petit peu pour nos auditoristes ce que c'est l'anxiété? Alors l'anxiété, je vais partir de ce que ça n'est pas. Ce n'est pas du stress. Ce n'est pas du stress qui est plutôt, je dirais, très physique. Le stress, on tremble, la respiration s'accélère, le cœur aussi. On transpire. Et il y a vraiment un sujet sur lequel on stresse. C'est très défini. L'anxiété, bien sûr, c'est physique aussi, mais c'est très mental quand même. Et ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et des fois, on ne sait pas pourquoi on est anxieux. Et c'est une sorte de cristallisation, je dirais, des pensées. Et donc, du coup, forcément, le corps aussi peut se crisper. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que, tu vois, moi, ce que je trouve dingue avec l'anxiété, c'est que c'est censé, à la base, être un mécanisme tout à fait normal que n'importe qui va ressentir à échelle normale, hein, on parle. Parce que du coup, c'est censé nous aider à anticiper le danger, à préparer une action et à nous protéger, enfin, en tout cas, notre organisme. Oui. Et du coup, le problème, c'est quand c'est dénaturé et qu'on a ce trouble anxieux qui fait que on est en permanence en alerte, on a une surestimation de ce qui peut nous arriver, Oui. Et du coup, on est inquiet tout le temps, quoi. Exactement. Une hypervigilance et une déformation de la réalité, en fait. Une déformation des dangers potentiels. Et en plus, ce que je trouve dingue, c'est que les troubles anxieux, c'est des troubles psychiatriques qui sont les plus fréquents des troubles psychiatriques. Effectivement. Beaucoup de personnes y sont confrontées à un moment dans leur vie. Et on le minimise beaucoup, finalement. Notamment dans le milieu du travail, où on a finalement cette notion de vouloir être tout le temps performant, etc. Donc il y a beaucoup de minimisation de ça, alors qu'en réalité, ça pourrait être très grave, parce que y a quand même 15 à 20% de la population qui connaîtra un trouble anxieux au cours de la vie. C'est beaucoup. C'est quand même presque un quart de la population mondiale. Et du coup, il y a un trouble anxieux qui est assez particulier, c'est le trouble anxieux généralisé. Oui. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est l'anxiété sur tout. Surtout. Très paralysant. Oui, on est bien d'accord, c'est très paralysant. Et du coup, ça, c'est 4 à 6% des personnes, mais c'est quand même beaucoup, quand même. C'est quand même pas mal, oui. Ouais. Et après, on a les attaques de panique qui peuvent être également liées au trouble anxieux ou pas, mais du coup, c'est un trouble panique qui n'est pas exactement la même chose. Où du coup, donc là, c'est plutôt 10 à 15% des adultes qui auraient des attaques de panique. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que en termes de ressenti, en fait, mais le cerveau a tellement de possibilités de nous faire ressentir l'anxiété, c'est dingue. Parce qu'on se trouve avec donc le trouble panique. Ça, pour le coup, c'est pas comme un trouble anxieux généralisé. Peut-être prenons à l'envers. Le trouble anxieux généralisé, donc TAG pour les petits... les connaisseurs. Les connaisseurs. C'est vraiment des inquiétudes quasi permanentes, mais sur plusieurs sujets. Donc ça peut être vraiment la santé, le travail, la famille, l'argent, tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi.
C'est ça qui est incroyable, parce qu'en fait, n'importe quoi peut être sujet au stress, prendre un rendez-vous. Et en fait, souvent, ce qui est encore plus dingue, c'est que on sait qu'on a cette anxiété, on sait que c'est trop, mais on ne peut pas le diminuer. Non. C'est impossible. C'est impossible, et puis c'est hyper mal conscientisé par nous-mêmes et puis par les spécialistes. Et donc, du coup, ça rend la chose plus difficile. Ah, je suis en train de faire de l'anxiété, peut-être que ce serait bien de faire ça aussi. Non, on se bat contre soi-même sans savoir ce qui se passe, quoi. Ouais, Au début, en tout cas, quand on et sait en pas plus, je trop. pense que c'est un petit peu comme la notion de la douleur qui est très subjective. Bah, du coup, l'anxiété, c'est aussi quelque chose de très subjectif, parce qu'on peut se mettre vraiment mal pour quelque chose qui va paraître aux gens mais hyper insignifiant, et qui en fait est juste perçu comme gravissime par nous. Parce que après, ça peut nous donner des tensions musculaires, des troubles digestifs, le trouble du sommeil aussi, Oui. ça très fréquent, et surtout une fatigue chronique. Enfin, on est crevé tout le temps, quoi, parce Oui, que oui. on est en fatigue permanente. Oui. Et en plus de ça, si on a l'immense chance d'avoir le trouble anxieux généralisé et le trouble panique, eh bien, on peut ajouter à ça, du coup, une petite différence, un petit peu de sel, n'est-ce pas, qui, du coup... donc ça, c'est le trouble panique, c'est vraiment attaque de panique récurrente. Des fois, c'est même imprévisible. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça arrive, mais c'est vraiment... quand on dit attaque de panique, ça peut être vraiment perçu de manière différente par les gens. Ouais. Parce que chaque attaque de panique est différente. Je ne sais pas comment toi, tu peux ressentir tes propres crises de panique. Alors moi, je fais pas de crise de panique. Je fais vraiment que de l'anxiété, anxiété sociale, anxiété de performance, des TOC. J'ai des TOC. Ouais, on est troubles obsessionnels Voilà. compulsifs. Mais j'ai de la chance. Je ne fais pas de crise de panique. Enfin, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, évidemment, mais c'est vraiment très rare. Oui, c'est pas pathologique. Non. Ça va juste être sur un moment où ça va être trop, et Oui. ça va pas être fréquent, quoi. Parce que du coup, c'est vrai que les crises de panique, c'est en plus de tout ce qu'on peut subir physiquement avec l'anxiété généralisée, qui est donc vraiment des émotions, des sensations physiques latentes qui sont souvent un peu tout le temps là. Du coup, les attaques de panique, c'est d'un coup, on peut avoir des palpitations, la sensation d'étouffer. Moi, je sais que par exemple, des fois, quand je vais avoir une attaque de panique, je vais avoir l'impression de m'étouffer, que je n'ai plus la possibilité de respirer, alors que j'ai peut-être rien autour du cou, même juste un collier. Enfin, ça peut me faire un poids énorme, alors qu'en fait, j'ai rien, quoi. Il peut y avoir des vertiges aussi, qu'on va s'évanouir sans aucune raison. Des tremblements, et du coup, ça peut donner l'impression vraiment qu'on va mourir. Et du coup, qu'on perd complètement le contrôle, voire on devient fou, quoi. Mais en plus, ce qui est dingue, c'est que dans toute cette manifestation, que ce soit les troubles anxieux généralisés ou les troubles paniques, en fait, en fonction des sujets d'anxiété ou en fonction des crises, on va pas forcément les ressentir de la même manière dans le corps. C'est quoi Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais une crise de panique ? Ça dépend des moments. Ah oui. Et en fait, il y a des moments où je vais, par exemple, avoir l'impression que je vais m'évanouir, que je vais avoir hyper chaud, etc. Et il va y avoir des moments, des fois, où je vais juste avoir l'impression d'avoir le cœur complètement serré, que ma cage thoracique va s'effondrer sur elle-même, et que du coup, là, je vais être en train de m'écraser sur moi-même sans pouvoir bouger. Et en fait, ça va être différent. Des fois, je peux faire des crises de tétanie aussi. Des membres qui bougent plus. Oui. Ah oui, carrément, tu peux plus. Mais ça dépend en fait du type de crise, de comment ça se passe, de si j'ai réussi à la désamorcer un petit peu ou ce genre de choses. Et du coup, en anxiété généralisée, je sais pas pour toi si ça fait pareil, mais en fonction du type d'anxiété, ça va pas se répercuter pareil sur mon corps. Ah oui, complètement. Oui. Parce que je sais que des fois, tu vois, ça peut me toucher au niveau des intestins, où je vais me dire, dis donc, j'ai l'impression d'avoir une intoxication alimentaire. Non, c'est uniquement de l'anxiété. Ou ça peut être plein d'autres façons de faire, de la transpiration. Oui, l'anxiété se loge
dans le corps différemment. Ça peut serrer partout, quoi. Tu peux ressentir sur les épaules, quand tu en as trop sur les épaules. La gorge nouée, si c'est en lien avec l'expression ou le dialogue. Enfin, moi, je sais que ça a du sens, les endroits où c'est tendu Oui, et ça paralysé. illustre en fait Ça, l'anxiété qui est liée à ça. voilà, c'est vraiment un lien. Il y a le cœur aussi, donc qui se serre, le ventre, donc les intestins, tout ça. Le cerveau, Ah le mon cerveau Dieu, qui se crispe. cet organe incroyable. Euh, et puis, ouais. Parce que du coup, quand tu dis quand le cerveau se crispe, est-ce que tu as l'impression que ça fait freeze, ça s'arrête et tu n'as plus aucune pensée? Ou au contraire, tu es en mode 1 milliard de pensées qui se bousculent pour une porte trop petite? Moi, j'ai l'impression que c'est quand je suis anxieuse, je dis que mon cerveau est dur parce que il y a plus aucune souplesse en fait. Ça cristallise sur des pensées en lien avec le sujet pour lequel je suis anxieuse. Si j'ai un sujet. Et c'est des boucles en fait, ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes idées, les mêmes questionnements et mmh et j'arrive pas à en sortir parce que c'est cristallisé et ouais, le cerveau a complètement perdu sa souplesse, quoi. En fait, c'est comme si ça s'était arrêté sur un schéma avec les liens de certains neurones et ça ne fera plus que ce truc-là. Ouais, c'est ça. Tu as inventé le mouvement perpétuel. Il faut Le vite le déclarer à la science. monotage du cerveau. Et ouais. Et t'arrives à Mmh. Enfin, tu dois attendre pour que ça s'arrête ou du coup, t'as des techniques? Alors, j'ai des techniques maintenant, mais c'est assez récent et j'ai vécu des années sans vraiment de technique. Donc du coup, je vivais, mes boucles et mon entourage aussi et du coup, au bout d'un moment, ça s'en allait tout seul. Souvent, ça avait un lien quand même avec un événement qui me stressait pour le coup et une fois l'événement passé, hop, ça allait mieux. Mais maintenant, mes techniques, c'est que j'ai appris en fait quand ça arrivait, ce moyen d'expression de mon cerveau, c'est qu'il y avait quelque chose qui me convenait pas. Que ce soit une situation, un lieu, une personne, une phrase que m'a dit une personne, heu, c'est que ça ne me convient pas. Donc maintenant, je sais que quand ça arrive, la boucle, je me dis: «Attends, attends, 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 ça ne me convient pas» et par exemple, si c'est une personne qui m'a dit quelque chose, une phrase qui m'a pas plu. Avant, je savais pas que ça me plaisait pas, j'étais juste énormément contrariée. Maintenant, je me dis: «OK, ça me convient pas ce que cette personne m'a dit» et je fais le oui-non. C'est-à-dire que oui, j'aime cette personne et elle est importante dans ma vie, mais non, je suis pas d'accord avec ce qu'elle m'a dit ou la manière dont elle me l'a dit et je traduis dans ma tête, le message qu'elle a voulu me dire. Enfin, je le reformule à ma manière pour que ça me convienne et hop, après je passe à autre chose. Je sais pas si Ah c'est oui, pour très clair, pouvoir, mais en fait, c'est pour pouvoir séparer la personne de l'action qui a été faite et qui t'a pas convenu. c'est ça. Parce que du coup, ton cerveau, il est bloqué sur amalgame et c'est un peu comme une sorte de paradoxe dans ta tête de Ouais, bah oui, mais j'aime la personne, mais en même temps, ça m'a ouais, fait du mal et tu sais pas où te placer en fait. exactement. Ok. Et du Hmm. coup, ça me faisait énormément, remettre en question, tout toute la tout le lien, Ouais, bien sûr. toute l'amitié, avec la personne et des fois j'étais, enfin, je ressentais de l'insécurité du coup, dans le lien, alors qu'en fait non, c'est juste une manière d'exprimer les choses ou alors une émotion qui a été exprimée, qui a été un peu, perturbante Oui. et du coup, c'est juste Pouvoir à dissocier les traiter, deux, ouais, ouais. Le lien que tu as avec la personne c'est ça. par rapport à quelque chose qui a été ponctuellement. Ouais et je dis souvent aussi de dézoomer parce que Hmm. là, du coup, mon cerveau, si on prend toujours cet exemple d'une phrase, il va focaliser sur la phrase et il va amalgamer tout le reste. Enfin, il va voir, que du négatif après.
Ah oui, c'est-à-dire que du coup, ça fait une sorte de cascade négative d'implications qui partent d'un truc qui est déjà faux de base. Ouais. Enfin, en tout cas, qui a été amplifié. Ouais, et puis ça va réveiller plein de craintes. Est-ce que du coup, cette personne, elle m'aime vraiment? Est-ce que du coup, quand elle... Enfin, ouais, ça remet en question pas mal de choses. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. En boucle, le même neurone. Et en boucle, voilà, nos tâches. Et Mais forcément, puisque du coup, tu as cette inquiétude ouais. qui est prégnante, en fait. Tu peux pas t'en défaire. Non. Mais du coup, c'est bien que tu aies pu réaliser que effectivement, il y avait quelque chose qui était paradoxal et du coup que tu arrives à mettre le doigt là-dessus pour pouvoir en fait désamorcer cette spirale de l'enfer. C'est ça. Et en fait, dézoomer, donc arrêter, enfin vraiment de voir l'ensemble de la situation, l'ensemble de la personne, l'ensemble du lien, l'ensemble de tout, pour pas cristalliser sur une phrase qui remet en question toute la vie. Non, de vraiment de dézoomer et puis d'apprendre petit à petit à lâcher prise en fait. Et... Non, parce qu'en fait, finalement, l'anxiété, c'est quand même une notion de contrôle, j'ai l'impression. Ouais. Oui, complètement. J'ai l'impression que toi et moi, on est quand même des personnes qui essayons de contrôler beaucoup pour que tout soit très très bien. Oui, ça va avec le perfectionnisme. Ouais, j'ai l'impression. L'anxiété de performance. Ouais. J'ai l'impression, que ça peut jouer. En tout cas, c'est une facette de l'anxiété qui peut jouer justement là-dessus. Parce que finalement, c'est pas comme quelqu'un qui pourra avoir des phobies. Non. Parce que l'anxiété peut aussi venir de phobies ou de peurs qui vont être trop exacerbées. Mais disons que dans le cas qu'on évoque là, c'est plus une anxiété qui est liée justement au contrôle, à la performance, à l'estime qu'on peut avoir de soi-même. Ah oui, ça joue beaucoup, ça. Mais par contre, ce qui est important, c'est que tout de même, c'est quelque chose qui se diagnostique. C'est vraiment un trouble. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui peuvent avoir de l'anxiété ponctuelle, mais l'anxiété en tant que trouble, c'est quelque chose qui pourrit la vie au quotidien. Et c'est quelque chose qui va être évalué par un professionnel. Donc un psychiatre, psychologue spécialisé, qui ne peut pas faire de diagnostic, mais qui peut en tout cas... qui ne peut pas prescrire de médicaments, mais qui peut en tout cas détecter ça. Et justement, là où il y a une grosse différence entre l'anxiété classique que la plupart des gens peuvent expérimenter et l'anxiété pathologique, c'est vraiment une question de fréquence, d'intensité, d'impact sur la vie quotidienne aussi. Et du coup, c'est très très important parce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui n'a aucune cause en plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi éliminer tout ce qui pourrait causer les mêmes symptômes, mais qui ne serait pas de l'anxiété. Parce que quelqu'un qui est par exemple cardiaque, qui a une maladie endocrinienne ou une maladie neurologique autre, ça pourrait peut-être créer les mêmes symptômes. Là, l'anxiété, c'est vraiment tout va bien, mais le cerveau a décidé. Ah oui, c'est ça, tout va bien. Ouais. Moi, au tout début, quand ça m'est arrivé, ça arrivait très fort, assez brutalement dans ma vie. Et donc, j'allais chez le psy, dans un centre... J'étais étudiante, donc un centre de... Ah oui, les centres médicaux pour les étudiants. Ouais. Et j'y allais, et moi, j'étais dans la salle d'attente, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tout va bien, moi, pourtant, dans ma vie, j'ai pas besoin. Enfin, bien sûr que j'avais besoin, mais j'acceptais pas que ça allait pas bien, puisque tout paraissait aller bien. Sur le papier, tout allait bien. Oui, c'était sauf que juste du stress, entre énormes guillemets, alors qu'en fait, non. C'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde, mais on minimise beaucoup, je trouve. Oui, non. On essaye de contrôler. Et de cacher. Oui. Parce que comme c'est quelque chose qui arrive aux autres aussi, on se dit, en fait, c'est juste nous qui interprétons pas bien. Mais en fait, non, c'est juste que nous, la façon de le vivre, elle est décuplée par rapport à quelqu'un qui a juste une anxiété normale. Ouais. Et ça, oui, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, des fois, j'ai eu des retours... j'ai eu un retour... Ah oui, mais c'était sur du stress de concours de musique. Mais bon, mon stress dans ces cas-là est lié aussi à mon anxiété. Ça surnage. Ouais. Et du coup, ça... J'ai utilisé le mauvais mot. C'est pas ça surnage, c'est ça.
En anglais, c'est overlap. Ça se... Il y en a superpose. Merci, la France. Et du coup, elle m'avait dit, mais oui, mais en fait, tout le monde stresse. C'est vrai. Oui. Tout le monde stresse, mais il faut apprendre à le gérer. Et oui, sauf que faut avoir les bonnes clés et comprendre comment on stresse. Oui. Et si c'est vraiment du et stress, savoir si c'est de gérer. l'anxiété, si... Ouais. Et en plus, savoir gérer un stress ou une anxiété classique, parce que stress, c'est vraiment réponse à un stimulus extérieur qui fait monter le corps en état d'alerte. Il va rester en état d'alerte et après, ça va descendre. Ça, c'est le stress. Et donc, c'est normal, c'est très utile. Mais du coup, ça peut demander aussi une gestion pour justement ne pas être paralysé par ça ou ce genre de choses. Mais dans le cadre de l'anxiété, oui, il y a la gestion de l'anxiété et la gestion du stress, mais en fait, on est aussi sur un traitement et une gestion pathologique en plus de la stress normale. D'ailleurs, en termes de gestion, il existe des possibilités médicamenteuses. Ça existe, hein, comme les anxiolytiques sur des courtes périodes, ou même les antidépresseurs. Dans les troubles anxieux généralisés, justement, ça peut être prescrit. Après, il ne faut pas oublier que ça reste de la médication. Ce n'est pas anodin, quoi. C'est vraiment des médicaments. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir potentiellement des effets secondaires. Donc, des fois, on en a besoin, malheureusement. On est obligé, parce que c'est trop fort, c'est trop dur. Mais il existe aussi d'autres choses qui ne sont pas médicamenteuses et qui peuvent aider aussi, même quand on a un trouble anxieux ou un trouble panique. Comme par exemple, je ne sais pas si tu connais les thérapies cognitives et comportementales, les TCC. Oui. Il y a ça qui est vachement bien. Les thérapies centrées sur les émotions aussi, pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe à l'intérieur de nous. Et il y a aussi les thérapies d'acceptation et d'engagement. Ça, je ne connaissais pas avant de faire mes recherches. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, c'est vraiment pouvoir accepter ce qui est. En fait, c'est beaucoup plus factuel. Et du coup, le fait d'avoir les faits, d'accepter qui on est, comment on réagit, etc. Et du coup, après, il y a une certaine forme d'être engagé dans cette voie d'être soi. Et donc ensuite, de pouvoir faire une sorte de bypass de l'anxiété parce qu'on a juste assumé qui on était, quoi. Donc, à voir. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et en plus, c'est marrant parce que les conseils... je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a plein de gens qui ont déjà dû te donner des conseils, genre « Oui, alors du coup, il faut mieux dormir. Oui, hygiène de vie. » Voilà, c'est ça. L'activité physique, ça aide beaucoup. On peut pas leur enlever que l'hygiène de vie... ça marche. C'est bien. Oui, mais du coup, il faut être hyper strict et y aller à fond. Et puis, en fait, quand on est anxieux... Il faut y arriver à avoir son hygiène de vie. C'est ça. Parce que ça marche, mais c'est dur. Quand même, quand t'es anxieux. Toute la nuit avec le mononeurone qui est connecté en mode ah. Mais ceci dit, ça marche, ils ont raison. Mais le truc, c'est que c'est difficile le faire, ouais, c'est vraiment dur à mettre en place parce qu'on est en roue libre quand il y a de l'anxiété. Ouais. Oui, on maîtrise pas. Enfin. On voit même pas le temps passer, en fait. On perd beaucoup de temps avec l'anxiété. Et du coup, y a des choses qui prennent du retard. Et du coup, tu fais tout plus tard et plus vite. Et du coup, ça prend du temps sur ton sommeil ou je sais pas. Il y a beaucoup d'évitements, effectivement. Et d'ailleurs, c'est un réflexe très humain d'éviter, genre anxiété en transport, j'évite les transports. Anxiété de foule. J'évite la foule. Anxiété de paperasse, j'évite la paperasse. C'est très humain, mais justement, ma psychologue m'avait expliqué le principe d'accoutumance. C'est-à-dire que si on reprend la courbe du stress qui va grimper d'un coup, il va y avoir un pic et après il y a le plateau. En fait, pour l'anxiété, c'est pareil. Sauf que nous, on est déjà au plateau...
On est au plateau depuis un certain temps. Bon. Et en fait, si on se met en situation qui peut nous générer de l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est quoi? C'est juste d'avoir peur d'un truc qui se réalise. Sauf que si on montre à notre cerveau que quand on monte sur ce plateau et qu'on y reste un peu, en fait, il se passe rien de ce que le cerveau avait peur. Ouais. Du coup, il va y avoir cette descente. Ouais. Et du coup, le cerveau va recalculer il va refaire une analyse et il va se dire en fait, du coup, j'ai peut-être pas besoin d'être aussi anxieux que ça sur ce point-là. Et je sais de source sûre, c'est moi la source, que ça peut marcher parce que justement, je sais qu'en sortant d'une dépression, j'avais eu vraiment un pic d'anxiété des transports, un pic d'anxiété de foule, mais maximal, c'était horrible. Et en fait, petit à petit, en faisant des mini-trajets en bus avec quelqu'un, en dehors des heures de pointe et tout, en fait, j'avais réussi à reprendre petit à petit les transports et tout. Oui, il faut faire des expositions un petit peu. Ouais, c'est ça, l'exposition. Par petites touches. Moi, j'ai peur des chiens, par exemple. Et du coup, j'ai une élève qui a un chien. Donc, toutes les semaines, je vois le chien. Et au bout d'un moment, ça diminue la peur. Ça diminue les réactions. Oui, quand on n'est pas dans le cadre d'une phobie, c'est plus facile, même si ça reste très difficile pour l'anxiété. Enfin, en tout cas, le trouble anxieux qu'on a dans ces cas-là. Mais c'est un petit peu plus facile que pour les phobies. Parce que ça me fait penser à l'épisode sur les phobies que j'avais fait avec Adriana et qui, elle, pour le coup, elle a une phobie des chiens. Genre vraiment une phobie totale. Et du coup, elle n'arrive pas, en fait, à faire l'accoutumance et à s'exposer. Ouais. Mais se confronter, éviter l'évitement. Éviter l'évitement, meilleur conseil. L'évitement, parce que du coup, on aménage la vie autrement et en fait, ça renforce quelque part l'anxiété parce que du coup, on lui donne raison. On lui donne complètement raison. On lui dit qu'il y a une vraie raison de s'inquiéter. Par exemple, pour la foule, si tu vas jamais dans une foule, tu renforces la peur de la foule parce que tu dis à ton cerveau, c'est dangereux, donc j'y vais pas. Donc, tu as vu, on est mieux sans la foule. Non, il faut pas lui donner raison, quoi. Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, on est conscient qu'il a tort. Oui. C'est juste, on n'y arrive pas. Ouais. C'est ça le pire, je trouve. Donc, par petites doses, bien entouré. Oui, c'est ça. En fait, finalement, dans l'hygiène de vie, le point le plus important, c'est l'entourage. Oui, complètement. Et d'ailleurs, tu me donnes une transition de folie, car là, nous venons de parler de l'anxiété d'un point de vue très self-centered, auto-centré. J'aimerais bien ajouter quelque chose. Ah, je vous en prie, très cher. Sur les soins, on va dire. Oui. Les médicaments, ça aide bien. Oui. C'est une vraie béquille parce qu'en fait, ça permet pas de supprimer l'anxiété, ça permet de mieux la gérer. Enfin, elle vient et c'est beaucoup plus facile de la gérer. Oui, c'est ça. Et ça prend beaucoup moins de temps que sans. Même si on s'en sort sans, c'est épuisant. C'est monter la montagne en tongs. Là, on met des baskets avec les médicaments. C'est plutôt... c'est mieux. On monte quand même la montagne, mais c'est quand même... Il faut juste être vigilant. Moi, je sais que pour mon cas personnel, je suis très, très sensible aux molécules. Et du coup, les anxiolytiques, ça peut créer une forme d'accoutumance. Oui. Et malheureusement, en fait, moi, je l'ai direct. Donc, du coup, je suis un peu punie d'anxiolytiques. Moi, j'en prends pas non plus. J'ai peur d'être addict. Donc, je prends des antidépresseurs. Ouais. Oui, voilà, moi aussi, du coup, puisque c'est prescrit dans le cadre de mes autres pathologies. Et du coup, effectivement, les antidépresseurs, sur le long terme, ça a une action anxiolytique. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant quand même avec cette histoire d'anxiolytique, même si effectivement, c'est une bonne béquille pour tout ce qui est trop tôt pour la thérapie. Mais l'anxiolytique, c'est plus pour les moments de grosse panique, non? Des crises de panique? Ça peut être pour de l'anxiété d'une personne qui n'arriverait pas à sortir aussi. Ok. Donc, de toute façon, c'est en fonction de la personne. Donc, ça va être au médecin de pouvoir voir comment la personne se comporte, quels sont les autres médicaments qu'elle prend aussi. Surtout, ne vous auto-médicalisez pas. Ça, vraiment, oui, non. très important. Pareil pour l'arrêt. Ne pas arrêter les antidépresseurs toujours, de son propre chef. C'est ça. Il faut toujours suivre l'avis d'un médecin parce que ce sont des médicaments, c'est pas anodin. Et... Ils sont forts, ils sont puissants. Ouais. Et puis, il faut changer
de molécules si ça convient pas, s'il y a trop d'effets secondaires, faut essayer une autre molécule. Il en existe plein. Et du coup, ouais, faut essayer plusieurs. Faut voir avec son médecin, ouais. Et Faut avec voir ce son qui est, psychiatre, ouais. évidemment. Et voilà. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, mon cerveau, dans l'anxiété, il est dur. Donc, je vois le problème comme une boule. Et il faut l'attaquer de tous les côtés, quoi. C'est-à-dire que faut pas se focaliser sur une méthode, on va dire. Faut aller voir plein de choses. Faut s'ouvrir, en fait. Le cerveau, il focalise sur des petits trucs. Donc, plus il va s'ouvrir, plus ça va le détendre déjà. Ouais. Et connais-toi toi-même, du coup. Voilà. Et du coup, moi, j'ai fait la psychomotricité. Ça, c'est super. Parce que du coup, ça fait un lien avec le corps. Et ça permet l'ancrage, ça permet de comprendre ses émotions, de comprendre ce qu'on ressent quand ça se tend à tel ou tel endroit. Ouais, voilà. Tu vois, c'est marrant que tu aies fait ça parce que moi, je fais de l'ostéopathie sur les fascias. Tu vois ce que c'est le fascia? Non. En gros, c'est entre guillemets l'organe qui fait toute ta peau, tout le tour de ton corps. Oui. Ouais. Et en fait, l'ostéopathie sur les fascias, ça permet de réguler au niveau émotionnel parce que les ostéopathes qui font cette technique-là, ils sentent en fait tous les liens qu'il peut y avoir, puisque comme la peau, elle est connectée à tout, du coup, ils sentent un petit peu les liens. Et moi, je sais que travailler là-dessus, notamment au niveau viscéral, ah, c'est l'heure des croquettes du chat. Il est là dans tous les podcasts, de toute façon. C'est le running gag. Ah, mais il n'est pas à l'heure. Hein. Mais en gros, oui, l'idée, c'est que tu peux travailler sur les viscères, travailler sur la respiration, la cage thoracique, etc. Et justement, avoir accès à ça. Donc, ça m'y faisait beaucoup penser quand tu as parlé de motricité. Oui, mais en fait, j'en ai fait aussi de l'ostéopathie, comme tu dis. Parce qu'en fait, c'est pour le corps, mais c'est aussi pour les tissus. Oui, c'est ça, c'est l'ostéopathie du tissu. Exactement. Et du coup, ça fait circuler pas mal de choses et c'est pas que pour ça joue sur les hormones, ça joue sur... c'est ça. Ça joue sur le cerveau, ça joue sur les tensions. Ouais. Et même des choses qui ont pu tendre par le passé pendant longtemps et qui ont reprogrammé notre structure à se tenir d'une certaine façon, par exemple, ou une autre. Ouais. Là, le fait de pouvoir travailler dessus, ça permet de recalibrer un peu. Et du coup, c'est non médicamenteux comme traitement. Tout à fait. Il y a l'hypnose aussi, qui est une méthode très douce et qui permet, je trouve, d'apprendre à se connaître d'une manière très douce et de traiter certaines choses métaphoriquement, mais ça fait du bien. Il y a la respiration, cohérence cardiaque. Oui, la cohérence cardiaque, la respiration en carré, tout ça. Mais pour l'hypnose, franchement, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui arrivent à faire de l'hypnose. Parce que, en fait, moi, j'ai peur, ça me stresse. J'ai peur, en fait, que quand je suis hypnotisée, et du coup, le praticien ou la praticienne puisse faire ce qu'il ou elle veut. Non, je sais que c'est faux, mais ça me stresse, ou qu'il m'enlève des parties de ma mémoire et tout. En général... Mais c'est de l'anxiété, parce que je sais que c'est faux. Tu vas vers quelqu'un qui est bien noté, enfin, qu'il n'y a pas de mauvaises intentions, quoi. Oui, mais s'il se plante ou elle se plante, je sais pas. Ça se reprogramme, tu retournes. Enfin, tu vas voir quelqu'un d'autre. Remettez-moi mon souvenir. Oui, c'est ça, tu vas voir quelqu'un d'autre et puis... Mais voilà, c'est ça mon anxiété. Enfin, c'est l'une de mes anxiétés. Ouais. Du coup, j'ai fait aussi les TCC. Ouais. Ça m'a un petit peu aidé, mais c'est pas ce qui m'a aidé le plus. Ce qui m'a aidé, ce qui m'aide en ce moment, c'est en fait la psychanalyse. Ah ouais? En fait, je sais pas si c'est vraiment de la psychanalyse, mais en tout cas, je parle beaucoup. Ah oui, d'accord. Et la personne en face, elle m'écoute beaucoup. et elle me dit des synthèses ou des petites phrases comme ça
un peu synthétique, ouais, un peu choc, enfin un peu pas choc, mais qui me fait un miroir en fait de ce que j'ai raconté pendant 10 minutes. Oui, un petit résumé. Un et petit du résumé, coup, un petit, c'est pas un conseil, mais c'est une lumière. Elle donne une lumière sur ce que j'ai apporté enfin ce que je lui ai raconté. Bah, la mienne fait ça aussi, mais du coup, je sais pas si c'est de la psychanalyse. Je sais pas si c'est de la J'ai l'impression que c'est psychanalyse. juste de la psychologie par discussion, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Parce que psychanalyse, il faut vraiment être dans Creuser, Freud, tout ça, aller sur l'enfance et tout. Ouais. Ouais, non, alors c'est psychothérapie, mais par une psychologue. Ouais, oui, c'est ça. Peut-être. Je ne sais pas. Dites-nous en commentaire. C'est ça. Comment ça s'appelle. Mais du coup, ça m'aide énormément. En fait, ça fait du bien de parler, de déposer ça quelque part et d'avoir une personne très bienveillante en face et qui te met, ouais, qui t'éclaire à un endroit. Ouais, la lumière, c'était une bonne image. Hein. Et ça fait boum dans ta tête et après, tu digères l'info et ça change pas mal de choses. Ça détend. Tu vois, ça me fait penser, quand tu as dit tu mets un peu quelque part les choses que tu as dites, ça me fait penser un peu à l'EMDR. Ah oui, qui est du coup une technique pour que les souvenirs traumatiques restent des souvenirs, mais sans associer l'émotion traumatisante avec. Et du coup, il y a l'idée de trouver un endroit, une safe place, un endroit en sécurité, pouvoir mettre des traitements qui nous angoissent dans une petite jarre pour plus tard, dans un coffre. Enfin, il y a plein de petites techniques comme ça qui sont vraiment bien. Donc en général, c'est pour gérer les traumatismes, mais évidemment, quand on a de l'anxiété, bah, souvent, il peut y avoir des traumatismes qui jouent sur ça. Mais voilà, je pense qu'on a fait un bon tour là. Oui, des méthodes. La semaine prochaine. Et justement, ta super transition que tu m'avais faite, la fameuse transition géniale, c'était que tu avais dit qu'il y avait aussi les autres gens autour. Ah oui. Et c'est une très belle transition parce qu'en effet, moi, par la suite, j'aime bien qu'on essaye de discuter un petit peu sur le vivre avec. C'est-à-dire comment ça se passe quand on est anxieux ou anxieuse au quotidien, les répercussions que ça peut avoir, c'est-à-dire vraiment dans l'aspect global de la vie, hein, qu'on soit bien d'accord, vie personnelle, vie professionnelle, sociale, émotionnelle et tout. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.